tenter de vous parler du devenir des déchets issus de la remédiation. Alors, en préambule, quand Marc Glaise, notre cher président de séance, m'a demandé de faire une présentation de ce type-là, je lui ai dit, bien sûr, pas de problème, c'est très très bien. Puis ensuite, je l'ai un peu regretté parce que je me suis bien demandé de quoi j'allais pouvoir vous parler exactement. Parce que quand on parle de remédiation, finalement, ça porte sur beaucoup d'aspects. L'aspect site, Guy Damet nous en a parlé. L'aspect environnemental, là, on se dit, mais est-ce qu'il y a eu finalement une remédiation environnementale à Tchernobyl? Bon, oui, vous allez voir que oui, mais elle n'avait pas le même but, par exemple, qu'à Fukushima. Est-ce qu'on ne doit pas parler aussi de projets futurs, sachant qu'il y a des annonces, on l'a vu tout à l'heure, de zones écologiques, etc. Alors, dans l'incertitude, j'ai laissé tomber la partie site, sachant que Guy Damet en parlerait très très bien. Et j'ai donc décidé de vous parler de deux autres aspects. L'aspect remédiation immédiate du site, est-ce que ça a généré comme déchets? Peut-être une réflexion, on va dire, sur ce que pourrait être le devenir de ces déchets dans un cadre de reconquête du territoire au sens de la création peut-être d'une zone écologique ou d'autres choses. Alors, vous allez... en fait, je suis désolé parce qu'il y a énormément de choses qui ont déjà été dites, donc ça va être un récapitulatif sous un autre angle. Et on va donc voir si vous avez suivi jusque-là. Alors, du point de vue évidemment, de l'accident, juste un chiffre pour vous rappeler l'ampleur du problème. Vous voyez qu'il y a eu près de 14 000 pétabecquerels de radionuclides rejetés, donc il y a bien évidemment une contamination majeure, particulièrement dans la zone proche de l'accident. L'inventaire d'intérêt, je dirais, sur les questions de remédiation, c'est évidemment ceux qui restent, donc 4 grandes catégories de radionuclides, le césium-137, le strontium, 90, on va parler, les isotopes du PU, en particulier les 39-40, et l'américium, en particulier l'américium 241. Donc, quand on pense à impact et remédiation, c'est à ces quatre éléments radioactifs que l'on va s'intéresser. La zone d'exclusion, elle concentre l'essentiel des déchets. Je vais centrer mon exposé sur justement la remédiation de cette zone, et à la fois ce qui s'est passé et peut-être une perspective future. Donc je passe sur l'impact sur les rejets et sur les dépôts. Vous voyez évidemment sur les codes couleurs là où ça a été le plus méchant. Donc cette zone ici vous avez la frontière biélorusse. La zone d'exclusion, 30 km², lourdement contaminée, en particulier autour du réacteur. Vous avez ici les cartes des dépôts de strontium et les cartes des dépôts de plutonium. La remédiation, bien évidemment, il a fallu gérer cette zone. Vous savez bien que les réacteurs continuaient de fonctionner, qu'il a fallu recréer des conditions d'une certaine forme de vie sur cette zone, puisqu'il y avait des dizaines de milliers de personnes concernées par les travaux sur site ou hors site. Et donc il y a eu finalement de vastes plans de décontamination, ou en tout cas de gestion de l'immédiat, étant donné l'environnement extrêmement contaminé qu'il y avait. Il fallait pouvoir réduire les expositions et gérer cette zone pour qu'une certaine population, les travailleurs en particulier, de cette zone puissent y vivre, ou en tout cas y travailler. Et donc il y a eu concentré finalement sur cette zone en particulier d'assez vastes plans qui ont consisté en particulier à décontaminer les routes. On parle de près de 400 km de routes qui ont été décontaminées ou en tout cas nettoyées. La forêt rousse, on en a parlé, elle a été particulièrement atteinte. Elle a été détruite en grande partie et traitée en tant que déchet. On a peu parlé des bâtiments, mais il y avait beaucoup de bâtiments qui ont été réhabilités. Certains rapports parlent de plus d'1 millier de bâtiments. Des terres contaminées aussi, on parle de 400 000 mètres cubes de terres contaminées. Bref, il y a eu quand même de vastes plans pour établir une zone de vie
dans cette zone-là, un peu moins dans le reste de la zone, qui le nécessitait moins. Mais tout ça a fini par créer une quantité de déchets non négligeable. On a parlé du million de mètres cubes, c'est effectivement les chiffres que j'ai pu, de mon côté, rassembler. Deux grandes catégories, on va dire, de modes pas de stockage, mais d'entreposage, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, de rassemblement, on va dire, et de zones d'entrepôt de ces déchets. Deux grandes catégories, on va dire une catégorie les plus actifs, les moyennes activités, voire haute activité, donc de 10,4 à plus du million de becquerels par gramme, ont été stockés ou entreposés dans les casemates en béton ou dans des tranchées à fond étanche recouvertes d'une couverture argileuse. Alors, vous avez, Guy vous les a présentés, là, je ne sais pas si vous voyez le site de Boryakovka, qui est environ, je ne sais pas, là c'est 2 km, donc une petite dizaine de kilomètres de la centrale. Le site Vector, qui sont les deux seuls sites qui sont labellisés stockage dans la zone. Ce ne sont pas les seuls. On parle d'un peu plus d'une cinquantaine d'installations de ce type. Guy vous en a donné une idée avec un entreposage derrière la centrale. Il y aurait une cinquantaine d'installations de ce type-là. Et puis des déchets de faible et moyenne activité. Là, on est entre la centaine et une dizaine de milliers de becquerels par gramme, quelquefois un peu plus. Et là, c'est vraiment les déchets en vrac du rétablissement des zones d'accès et de traitement de l'environnement, donc le bois, des matériaux de construction, des végétaux, et tout ça a été enfoui à même la terre sous forme de tranchées ou alors mis sur le sol sous forme de tumulus. Là, vous voyez que l'essentiel des déchets ont été entreposés ou mis en tranchée autour de la centrale. On a parlé de 9 zones. Il y a à peu près 9 zones de déchets comme ça, et qui ont ces formes diverses. La plupart, là, vous voyez en zoom, par exemple, la zone de la forêt rousse, où vous avez plus d'une centaine de tranchées dans différentes directions. C'est vrai aussi dans la zone qui était derrière la centrale. C'est vrai aussi d'une autre zone. Généralement, il y a des catégories un peu différentes. La zone de la forêt rousse, c'est essentiellement du déchet, évidemment, issu de la forêt. D'autres, vous vous souvenez de ces véhicules, ces forêts de véhicules contaminés, ont été plutôt mis dans d'autres zones. Mais bref, vous avez exactement là, sous cette représentation, finalement, un visuel de la problématique des centaines et des centaines de sites d'enfouissement qui n'ont pas de propriété particulière de confinement. Ce n'est pas les seuls endroits. La zone fait 30 km, on dénombre au moins sur 15 km, sur la moitié de la zone, d'autres tumulus ou tranchées comme ça, alors en moindre densité, mais il y en a ailleurs. Alors, si je résume en fait les données qui vous ont été données, il y a effectivement, on estime à un peu plus de 800 sites, de l'ordre du millier, de tranchées creusées entre 86 et 87 dans des sables, et ces sables ont simplement été recouverts d'une couche de sable non contaminée de l'ordre de 20 à 50 cm d'épaisseur. Typiquement, elles font 2 à 4 mètres de profondeur, quelques mètres de large et quelques centaines de mètres de longueur, je vous l'ai dit, dans un rayon de 10 à 15 km à peu près. En volume, qu'est-ce que ça donne? Ça fait environ 10 km, 8 km à 10 km selon les chiffres, mais c'est l'ordre de grandeur. C'est pas finalement, ça peut paraître important, mais c'est pas si énorme que ça en surface développée. Par contre, ça fait quand même le million de mètres cubes de déchets qui sont aujourd'hui à même le sol, quelquefois barbotant dans la nappe, quelquefois inondés. Donc on a quand même un petit problème de ce point de vue-là. La zone de la forêt rousse, du point de vue des déchets de remédiation, c'est celle qui contient le volume de déchets le plus important, d'à peu près la moitié de ce million de mètres cubes, et l'activité totale la plus importante. On est à plus que ça, d'ailleurs 10-14, on est plutôt à 10-15. Alors les tranchées, je vous l'ai dit, elles sont à même le sol, donc ça constitue finalement des sources diffuses. On va voir que ça peut devenir des sources secondaires par rapport aux déchets.
et elles ne font pas l'objet de contrôle systématique, même s'il y a eu un travail énorme, qu'il faut quand même souligner, des Ukrainiens en particulier, pour essayer de reconstituer les inventaires. Le travail est titanesque, il n'est pas fini. On considère qu'il y a à peu près la moitié des tranchées dont l'inventaire est connu, et certaines ne sont pas réellement localisées, ont été perdues. Alors il faut savoir aussi que derrière, en particulier dans la zone derrière la centrale, avec les grandes, il y a une grande plaine inondable, et il y a au moins une centaine de tranchées qui ont été perdues dans ces zones inondables. Aujourd'hui, y a-t-il un plan de gestion? À part des annonces essentiellement politiques, aujourd'hui sur le rétablissement ou l'établissement d'une zone écologique, on n'est pas réellement sur un plan de gestion. La gestion immédiate de la décontamination a été faite la première année. On peut dire qu'elle a continué quand même jusqu'aux années 90. Il y a eu des problèmes économiques importants qui ont un peu stoppé le mouvement. Et on pourrait dire que c'est aujourd'hui, depuis à peu près 20 ans, il n'y a pas réellement eu d'évolution dans les plans de gestion du site, même si, par contre, sur le site même de Tchernobyl, il y a des actions qui sont faites. Donc on est un peu aujourd'hui dans un état qui n'a pas tellement varié et qui est uniquement basé sur la maîtrise des usages. On n'est pas sur la maîtrise de la source par rapport à l'exposition. Et donc, c'est l'absence de développement d'usages inappropriés dans tous les territoires contaminés. Bon, les activités industrielles, implantation d'habitation, activités agricoles, Vanessa en a parlé, ce qui est fait sur une meilleure culture et autres. Donc, on essaye de maîtriser l'usage des territoires contaminés. Et pour ce qui concerne la zone d'exclusion, on est dans des restrictions d'accès et strictes, des contrôles stricts et à la fois d'usage et à la fois, bien sûr, d'accès à certains sites. Alors, maintenant, ça résume à peu près le panorama que vous avez pu avoir au travers de divers exposés. Si demain on se projetait dans une levée partielle ou totale des restrictions, liées par exemple à l'implantation d'une zone écologique ou je ne sais quel finalement plan nouveau plan de nouvelle économie on va dire de la zone d'exclusion, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui puisse être fait par rapport à ces zones d'enfouissement de déchets qui sont quand même très éparses et qui constituent des points chauds tout à fait notables par rapport à l'impact environnemental qu'ils peuvent avoir. En gros, deux solutions c'est un peu caricatural, mais finalement, il y a deux solutions. C'est est-ce qu'il faut maintenir, les questions se poseraient en ces termes très probablement, maintenir des restrictions d'accès aux sites contenant les déchets, tout ou partie, sachant que, compte tenu des périodes des radionuclides les plus problématiques, strontium et césium, c'est au-delà de la centaine d'années, c'est plutôt de l'ordre de 200-300 ans, donc séculaire, ou la reprise des déchets, nettoyer ces sites. Qu'est-ce que ça impliquerait? Et là, je vais revenir pour illustrer finalement ce que pourrait être l'impact environnemental des déchets, aux études de cas que l'IRSN a menées en particulier sur la tranchée 22. Yves Thierry vous a fait un exposé concernant d'ailleurs les résultats de cette tranchée, en particulier sur ce qui concerne la végétation. Je vais vous parler plutôt de la nappe. Alors cette tranchée, elle est située dans la forêt rouge, dans la zone de la forêt rousse, pardon, ou rouge, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, l'un ou l'autre. Et elle est située dans à peu près au milieu de cette zone de tranchée, perpendiculairement à la direction des écoulements. Voilà à peu près à quoi ça ressemble en haut. Vous avez finalement un terrain plat dans la forêt avec de multiples piézomètres qui ont été installés pour observer l'évolution de la contamination, en particulier dans l'aquifère sous-jacent. Alors, il s'agit d'une tranchée. Alors, pourquoi perpendiculaire? Le choix a été fait parce que ça permet de mieux rendre compte, en fait, des vitesses finalement de propagation dans la nappe. Si on a une tranchée qui est dans le sens de l'écoulement,
sachant que l'écoulement est lent, enfin le transfert est lent, une particule qui vient du bout, une particule qui vient de là, vous n'allez pas trop savoir laquelle arrive finalement à s'extraire du site. Et donc, il valait mieux prendre une tranchée perpendiculaire qui nous permet d'avoir une meilleure appréciation des vitesses de migration. Alors, cette tranchée, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est semblable à beaucoup d'autres. Elle abrite des troncs d'arbres, des sols contaminés, et on en a parlé. La source, c'est, pour le césium, c'est un dépôt d'aérosol, et pour le reste, c'est essentiellement des particules de combustible qui ont été dissoutes, qui se dissolvent au fur et à mesure. On a estimé à peu près de l'ordre de 600 à 800 gigabecquerels le contenu total de la tranchée. Bon, qu'est-ce qui se passe en termes de migration? Vous avez évidemment l'infiltration des eaux météoriques ou la fonte de la neige qui va lécher les déchets et entraîner une partie de la source dans la nappe sous-jacente. Alors, la particularité de cette tranchée, c'est qu'elle comprend une zone non saturée. C'est-à-dire la source ne baigne pas directement dans la nappe. Ce n'est pas le cas de toutes. Il y a certaines tranchées qui baignent directement dans la nappe. Donc, il y a occasionnellement des remontées. Mais c'est essentiellement un cycle discret, je dirais, de relâchement vers la nappe, qui est généralement un phénomène de chasse observé lors de la fonte. Donc vous avez une injection qui n'est pas permanente dans la nappe, mais une injection quand même. Et ici, voilà, ça fait à peu près une vingtaine d'années que le panache de strontium a été mesuré et puis évidemment modélisé. Et le résultat obtenu après ces 20 ans montre environ un impact. Ici, vous avez cette ligne vous représente à peu près la zone dans laquelle l'eau atteint à peu près la norme de, peut-être pas de potabilité, mais les normes recommandées en termes de consommation d'eau qui seraient pour le strontium d'un becquerel par litre. Donc la zone d'eau non consommable, on va dire, ou non utilisable à des fins d'irrigation ou d'usage d'eau, si vous regardez l'extension du panache, vous avez à peu près 20 mètres, une vingtaine de mètres au-delà de la tranchée, sur 3-4 mètres de profondeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense aujourd'hui que ce panache est stabilisé. C'est-à-dire qu'en gros, on est quasiment en régime permanent. Autrement dit, ce qui est évacué est égal à ce qui rentre. Et donc, finalement, cette image que vous avez, on ne la voit plus trop se modifier, et elle est probablement stabilisée aujourd'hui. Donc, finalement, ce que vous avez à la nappe, au vu de ces résultats, c'est plutôt un impact limité. Certes, une contamination incompatible avec de la nappe à cet endroit-là avec un usage, mais limité dans l'espace. Si on prend le PU maintenant, c'est à peu près la même chose. On observe aussi un panache à peu près de la même extension. C'est moins précis parce que la contamination est nettement moindre. Et la différence, c'est que là, pour le coup, les contaminations sont visibles, mais extrêmement faibles. Vous êtes à 500 millibecquerels au maximum tout près de la tranchée, sachant que là, les valeurs possibles pour l'eau de consommation seraient de 0,1 becquerel par litre pour le PU. Donc on est en tout point, quasiment autour de la tranchée, à des valeurs qui sont au final pas inquiétantes du point de vue de la radioprotection. L'américium, je n'ai pas de représentation parce qu'aujourd'hui les travaux sont en cours, mais les premiers résultats qu'on a semblent montrer qu'on suit à peu près la même distribution.
Donc on a l'impression finalement que c'est régi à la fois par le régime des dissolutions des particules, à la fois par les paramètres hydrodynamiques, peut-être plus que les phénomènes de rétention dans le système. Mais même si elle existe, mais elle n'est pas moins discriminante. Dernier point, le césium. Le césium, lui, il ne bouge pas. On ne le voit pas dans la nappe. C'est d'ailleurs assez attendu. On sait que le césium se fixe particulièrement bien sur n'importe quelle particule, dès lors qu'elle est un peu argileuse, et que le césium n'impacte pas la nappe. Autre phénomène, là je vais passer très vite puisqu'il vous a été amplement décrit par Yves, la revégétalisation effectivement est un fait. Là on ne l'a pas voulu mais c'est venu naturellement. Sur la tranchée au départ en 98, vous voyez, ça avait cette tête-là. Et puis peu à peu les arbres ont poussé, aujourd'hui ils commencent à envahir le site. Et bon, je passe, mais je confirme bien entendu qu'on a observé un phénomène de ralentissement du panache de la vitesse de propagation du strontium dans la nappe, qui semble être corrélé à finalement un captage des flux de strontium, donc un captage de la source, vers les arbres. Pour le césium, c'est moins net, puisqu'on ne peut pas vraiment parler de vitesse dans la nappe, mais il y a effectivement aussi constaté un flux de césium dans les arbres. Et comme il a été dit, au final, c'est embêtant parce que ça augmente la dose, alors particulièrement le césium, ça augmente la dose externe issue des arbres, donc les arbres se recontaminent et redeviennent irradiants. Mais d'une certaine manière, ça stabilise un peu le système global de migration, d'impact finalement sur l'environnement. Qu'est-ce que je pourrais conclure à partir de ces premiers éléments ? Prenons l'idée de la reprise. Vous avez, si on décide d'assainir ces sites de stockage, on parle du million de mètres cubes. Bon, million de mètres cubes, ça serait à la limite gérable par rapport à un site de stockage. Vous avez vu, Bouriakovka, c'est à peu près 600 000 mètres cubes, bon, une taille. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, parce que si vous voulez vraiment assainir le site, il faut assainir l'aquifère. Certes, c'est localisé, mais c'est quand même 20 mètres sur 4 mètres en plus, et puis il y a certainement d'autres tranchées. Donc ça voudrait dire que vous devez nettoyer la partie de l'aquifère, et il est hors de question de le nettoyer en pompant, ça ne marchera jamais. C'est donc un enlèvement de terre contaminée sur 4 mètres d'aquifère contaminé. Ça, et puis les arbres, c'est pas la tranchée la pire, mais les arbres, vous êtes aujourd'hui sur le site à 50 micro-heures. Vous ne pouvez pas les laisser si vous laissez les gens habiter là. 50 micro-heures, c'est beaucoup trop. C'est pas possible de laisser une zone en libre accès à 50 micros, donc vous le devez nettoyer. Donc l'optique qui serait un nettoyage massif, à la japonaise, on pourrait dire, d'un certain nombre de sites, c'est pas 1 million de mètres cubes qui est généré, c'est probablement des dizaines de millions de mètres cubes. Donc pas un Bouriakovka, pas un vecteur, mais 10 vecteurs sur le site, quoi. Donc et puis économiquement, ça devient très compliqué. Bon. Mais assainir, en revanche, serait nécessaire, évidemment, si l'impact était galopant, quoi, menaçait d'autres zones. Ça ne semble pas être le cas, je vous l'ai montré, puisque la contamination de la nappe a l'air apparemment stabilisée et localisée. Donc aujourd'hui, en termes de stratégie demain, s'il y a un plan de réhabilitation, on peut imaginer que de toute façon, la solution la plus pragmatique sera très probablement de laisser en place et de surveiller ces sites-là et d'empêcher les accès. Mais attention quand même, il faut relativiser un peu ce que je dis, parce que ce n'est qu'une approche sur la base de quelques résultats. La représentativité de la tranchée. Alors il y a deux facteurs importants, c'est le fait que cette tranchée a une zone non saturée qui régule les flux. Ça n'est pas le cas de toutes les tranchées. Et bien évidemment, il y a des tranchées qui sont beaucoup plus actives. Dans les rapports qu'on a pu voir, par exemple, il est considéré, d'ailleurs dans la zone de la forêt rousse, qu'il y a
quelques tranchées qui contiendraient peut-être autant que tout ce qui a été déposé dans la zone d'exclusion. Donc ça veut dire des termes sources qui sont 1000 fois plus grands que ceux que je vous ai présentés. Et que là, il y a peut-être quelque chose quand même, c'est peut-être pas laisser tout en place, ce n'est peut-être pas non plus une solution. Enfin, il faut aussi discriminer les cas qui nécessiteraient d'être distingués dans un plan de réhabilitation. Et puis bien sûr, ça c'est le traitement des déchets, mais s'il y a reconquête du territoire, il y a aussi évidemment la contamination environnementale, hors déchets, qui peut amener aussi à nettoyer certaines zones. Et là, tant qu'il n'y a pas un plan connu, c'est absolument impossible d'estimer quoi que ce soit de ce point de vue-là. Voilà une petite réflexion que je vous livre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.